Si on veut que les gens adoptent Bitcoin comme moyen de paiement, on veut que les gens ils aient une expérience d'utilisation qui soit équivalente, voire même meilleure que ce qu'ils ont déjà dans le système fiat. C'est pas réaliste en tant qu'entrepreneur de se dire les gens vont utiliser mes solutions juste parce qu'elles sont plus éthiques, elles sont plus sympas, etc. Sinon le bio ce serait un succès. Lightning, c'est génial, mais ça a été très mal marketé. On a fait croire que Lightning, c'était la solution géniale et parfaite qui allait permettre des transactions qui soient instantanées, quasiment gratuites, comme s'il n'y avait pas finalement de compromis à faire. Personne ne voudra utiliser Arc si ça coûte cher parce qu'il y a aussi la concurrence de Lightning, mais il y a aussi la concurrence de Liquid, il y a aussi la concurrence de utiliser une banque comme Wallet of Satoshi. Si Arc veut être pérenne, il faut que ce soit pas cher. La différence entre Arc et Lightning, c'est que Arc fait porter la complexité sur l'opérateur, plus sur l'utilisateur, sans introduire des compromis en termes de self-custody, de censure potentielle, qui soient inacceptables. Alors il y en a quand même. Salut Théo. Salut les gars. Aujourd'hui, on ne te présente plus sur la chaîne. Tu es passé trop de fois. Et on a un sujet avec toi à aborder aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a une révolution qui est en cours sur Bitcoin. Il y a un nouveau protocole qui arrive, une seconde couche. Et en fait, tu es la meilleure personne qu'on ait autour de nous pour en parler parce que justement, tu es déjà notre sponsor. Et en plus, vous commencez à intégrer cette solution au sein de votre écosystème chez Bull Bitcoin. Et j'aimerais que tu nous l'introduises, cette nouvelle solution, qu'on comprenne en fait pourquoi on en a besoin, qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que ça va enfin permettre de faire une adoption globale de Bitcoin et que on change le monde. Ça, c'est donné beaucoup de... Comment dire, c'est en attendre beaucoup, on va dire, mais moi je suis particulièrement excité par Arc, du coup, le protocole dont on parle, et je pense qu'effectivement il vient répondre à pas mal de problématiques qu'on a aujourd'hui dans l'alliance Bitcoin Lightning. Donc on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Je pense qu'il faut vraiment reprendre depuis comment fonctionne Bitcoin à un niveau résumé. L'idée dans Bitcoin, c'est cette phrase qu'il y a dans le white paper. Pour garantir qu'il n'y ait pas de double dépense, il faut que tous les participants au réseau aient connaissance de toutes les transactions. Donc c'est pour ça que le consensus de Nakamoto s'articule avec cette structure en bloc, où on a un consensus global et où on se donne des règles en tant que participant au réseau, où en fait on se dit voilà, une transaction valide, c'est une transaction qui répond à certains critères. Les outputs sont pas plus que les inputs, elle est inclue dans un bloc, etc., etc. Et donc comme ça, on arrive à se mettre d'accord, à avoir ce consensus global sur qui détient quoi, à quel moment, qu'est-ce qui a été dépensé, qui a propriété sur quoi, etc., etc. Évidemment, le problème, c'est que ça crée un goulet d'étranglement en termes de capacité transactionnelle, parce que si tous les nœuds qui participent au réseau doivent arriver à un consensus global, on a ces délais induits par le mining, on a également une limitation de la taille des blocs, etc. Je pense beaucoup de choses que vos utilisateurs vont connaître. Postérieurement à l'invention de Bitcoin, des propositions ont été faites, dont une qui a été retenue, qui est le Lightning Network. Peut-être juste, se concentrer encore juste un tout petit peu plus sur justement le problème. Aujourd'hui, une des grosses limitations de Bitcoin, c'est justement son instantanéité. C'est le fait qu'il faille attendre ces 10 minutes. Et en fait, on a essayé de tout construire autour de ça pour réussir à résoudre. Parce qu'au final, aujourd'hui, on dit que Bitcoin est un electronic cash peer-to-peer système. Mais aujourd'hui, dans les faits, au moment où il avait été créé, c'est quasiment impossible d'utiliser de cette manière. C'est pour ça qu'Ethereum résout le problème. Mais qui n'a rien compris en fait. Parce que quand tu voulais acheter ton café, tu pouvais pas. Exactement. Donc, c'est-à-dire que pour la dépense classique, pour la consommation habituelle dans le monde de tous les jours, faire une transaction et devoir attendre 10 minutes en moyenne, parce que parfois ça peut même être beaucoup plus longtemps, et également dans un futur, on va dire un peu plus lointain, il y a aussi un problème à la fois de frais lié à la taille nécessairement fixe des blocs, qui est que, on va dire, si tu remplis avec des transactions Segwit ou Taproot standard aujourd'hui, si tu remplis tous les blocs en une journée, tu peux traiter à peu près 500 000 transactions. Donc évidemment, ça peut pas répondre aux besoins transactionnels de 9 milliards d'individus sur la planète.
ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. En revanche, on n'a pas besoin d'avoir le niveau de sécurité et de finalité qu'apporte la main chain Bitcoin sur toutes nos transactions. Donc l'exemple que tu prenais, le fait d'acheter un café, t'as pas besoin d'avoir ce niveau on va dire de distribution de ta transaction, qu'elle soit connue par tous les nœuds du réseau. T'as pas besoin d'avoir une finalité dans un bloc nécessairement. T'as pas besoin d'avoir ce niveau de sécurité pour permettre ce genre de transaction économique. Donc l'idée, sans avoir à faire de compromis sur les propriétés fondamentales de Bitcoin que sont la transparence, la self-custody, la vérifiabilité, etc. De Lightning, lorsqu'on a essayé de répondre à cette problématique, ça a été de dire, en fait, on va pouvoir maintenir des états transactionnels à l'extérieur de la chaîne. Donc, tous les nœuds qui font consensus n'ont pas besoin de se mettre d'accord sur cette transaction. Tout en gardant la propriété que chaque individu n'a pas besoin de faire confiance à un tiers de confiance ou à la partie avec laquelle il va être en contrepartie dans l'échange, parce que il va avoir ce qu'on appelle une unilateral exit, c'est-à-dire qu'il va avoir la capacité unilatéralement, lorsqu'il le veut, de refléter cet état transactionnel sur la main chain. Donc, dans le cadre de Lightning, la manière dont ça marche, c'est que tu vas faire une transaction on-chain pour ouvrir un canal, qui en fait est un wallet un multisignature entre toi et la personne avec qui tu ouvres un canal. Et donc, tu peux imaginer l'exemple où, par exemple, toi et moi, on va ouvrir un canal avec un Bitcoin de capacité. On va chacun fournir 0,5 Bitcoin à l'ouverture de ce canal. Donc, ça veut dire qu'on va construire une transaction qui va avoir 2 inputs vers un multisig, donc qui a besoin de nos 2 clés finalement pour pouvoir libérer ces outputs on-chain. Et de manière à effectuer des transactions qui vont être instantanées, beaucoup moins coûteuses parce qu'elles ne passent pas par le consensus de la main chain, on va s'échanger off-chain des transactions pré-signées qui vont dépenser un Bitcoin de manière à refléter les actes économiques qu'on a effectués. Donc, si par exemple, je t'envoie 0, ce qui va se passer, c'est que la sortie de ce multisig qui va pouvoir être unilatéralement poussée on-chain, soit par toi, soit par moi, avec la simple signature que tu gardes toujours à froid, en self-custody, etc., va permettre de refléter une sortie de transaction de 0,6 pour toi, 0,4 pour moi. Donc, de cette manière-là, une fois que tu as reçu cette transaction pré-signée de ma part, tu n'as vraiment plus besoin de me faire confiance et tu peux considérer que le paiement est final parce que toi, unilatéralement, tu peux la pousser on-chain et récupérer tes sats si jamais je collabore plus avec toi, si jamais je réponds plus, etc. Et ça permet effectivement de scaler théoriquement quasiment à l'infini les paiements Bitcoin parce que finalement, tu n'as plus besoin de rentrer dans les contraintes du consensus sur le Layer 1, sur la main chain. Tu peux échanger des transactions pré-signées parce que c'est juste de l'échange d'informations. À partir du moment où tu as un canal de télécommunication avec la personne avec qui tu transactes, quasiment instantanément, moindre frais et potentiellement avec une fréquence qui est gigantesque. Tu peux littéralement streamer des satoshi de manière finale en utilisant ce protocole-là. Et évidemment, pour permettre d'atteindre tous les personnes avec lesquelles tu veux transacter dans le réseau, tu as cette espèce de chaînage des canaux entre eux où finalement, si toi, tu as un canal avec Alex, que moi, j'ai un canal avec toi, je vais pouvoir te payer et sans avoir à te faire confiance au milieu pour que Alex soit payé grâce à des mécanismes qu'on appelle des HTLC. Bon, je vais pas expliquer ça parce que ça nous amènerait dans un délire un peu trop long. Mais l'idée, c'est de dire que en fait, pour que Alex considère qu'il ait reçu le paiement, il faut forcément que toi, tu aies été un passe-plat
sans avoir la possibilité de retenir le paiement, c'est complètement atomique. Si jamais toi, tu le passes pas à Alex, et ben, moi, je vais voir qu'il n'a pas été passé, lui, il va voir qu'il n'a pas été reçu. Et l'état qu'on va pouvoir chacun, encore une fois, pousser on-chain dans notre multisig, lui, n'a pas été altéré. Et donc, il n'y a pas eu de lien de confiance qui a été nécessaire dans l'échange. Le problème qu'on a, du coup, avec Lightning, malgré toutes les propriétés géniales qu'il apporte, c'est qu'il porte, du coup, beaucoup de complexité sur l'opérateur en lui-même. C'est-à-dire que si je veux rester en self-custody et être un utilisateur de Lightning, bah, ça implique déjà, bon, comme d'habitude, que je détienne mes clés, mais surtout que je fasse tourner un nœud et que j'immobilise des bitcoins, donc le fameux multisig qu'on a créé au début, pour maintenir ces fameux canaux de paiement. Et en plus que je reste en ligne, parce que si jamais toi, tu essayes de pousser, par exemple, un état préalable de nos transactions off-chain pour récupérer des satoshis que normalement, tu n'es pas censé avoir parce que tu me les as envoyés, eh ben, il va falloir que moi, je sois en ligne à ce moment-là pour le détecter et pour pousser un état transactionnel plus récent, qui est l'état véridique, et à ce moment-là, t'empêcher de venir me voler les sats, faire de la double dépense, en fait. Les sats que tu m'as déjà envoyés. Donc ça porte pas mal de contraintes sur l'utilisateur moyen parce que ça lui demande d'avoir une infrastructure, ça lui demande d'avoir une infrastructure qui est en ligne, qui écoute le réseau et en plus de bloquer de la liquidité dans des channels. Avec en plus un problème supérieur à ça, mais qui est lié, qui est que lorsque donc je vais chercher à router un paiement quelque part à travers le protocole Lightning, l'idée, c'est que le protocole va chercher quelle va être la route la plus efficace en termes de liquidité, de frais, etc., pour faire arriver ce paiement au réseau. Dans l'exemple très simple que j'ai pris, si je veux payer Alex et que le réseau il a que 3 nœuds, je vais forcément passer par toi. Mais en fait, je peux avoir des centaines de routes différentes qui vont me permettre d'arriver à Alex et il y en a peut-être une qui est plus efficiente que les autres. Et comme dans tous les réseaux de ce type-là, on a en général des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des routes qui vont être beaucoup plus efficientes que d'autres parce que c'est des nœuds qui vont être dotés de beaucoup plus de liquidité, qui vont avoir beaucoup plus de canaux ouverts avec d'autres et donc qui vont être des espèces de hubs ou des espèces d'autoroutes de paiement qui vont se constituer, souvent qui sont des nœuds qui sont opérés par des professionnels. Par exemple, Bull Bitcoin est un nœud très fourni qui va router beaucoup de paiements. A5, l'entreprise française qui crée le wallet Phoenix, qui est, je pense, un des wallets, si ce n'est le wallet Lightning self-custodial le plus utilisé et, à mon avis, le plus gros nœud du réseau à l'heure où on se parle. Et il y a plein d'autres nœuds comme ça, que ce soit le nœud de Wallet of Satoshi, qui lui est un wallet custodial, qui vont en fait naturellement dans l'articulation du réseau, sous l'effet d'incitation liées à cette contrainte d'immobilisation de liquidité, de maintien d'une infrastructure qui est très complexe et de réalité où on a beaucoup de gens qui font des paiements, très peu de gens qui en reçoivent et encore moins qui les facilitent. On a cette espèce de 3 catégories finalement qui s'articulent. On a les payeurs, on a les marchands qui reçoivent des paiements et on a les boîtes d'infrastructures qui fournissent des wallets, qui maintiennent des nœuds professionnels et qui maintiennent beaucoup de liquidités pour améliorer au maximum l'expérience de Lightning. Et du coup, en fait, on se retrouve dans cette situation où le réseau est extrêmement centralisé auprès de certains opérateurs, ce qui, du coup, fait que en tant qu'utilisateur de Lightning, vous allez passer votre temps, si vous êtes toujours payeur, à ouvrir des canaux et à devoir remettre de la liquidité parce que vous avez des paiements qui vont toujours que dans un sens. Si vous êtes un marchand qui reçoit des paiements, vous avez le problème inverse où vous allez devoir, d'une part, ouvrir des canaux, maintenir votre infrastructure pour rester en self-custody et devoir remettre de la liquidité en entrée pour pouvoir recevoir des paiements. Et vous avez en plus ces opérateurs qui, pour l'instant, le font de manière, j'ai envie de dire, assez généreuse parce qu'ils ne font pas payer beaucoup de frais de transaction, parce qu'ils vous permettent facilement d'ouvrir des canaux avec eux, parce que, comme le fait par exemple très bien A5, ils vous permettent d'avoir des mécanismes assez flexibles comme le splicing, etc., qui vont vous permettre d'ouvrir des channels on the fly, de rajouter de la liquidité de manière assez flexible et dynamique, etc. Mais tout ça, ça crée beaucoup de frais de transaction. Et surtout, ça crée toutes ces contraintes-là. Et en plus, ça centralise quand même pas mal l'infrastructure auprès de certains opérateurs qui, à l'avenir, pourraient commencer à charger plus de frais ou utiliser cette position, pas forcément à long terme, parce qu'ils seraient remplacés par d'autres, mais en tout cas à court terme, pour faire un minimum de censure ou d'extraction de rente ou des choses comme ça. Et juste Ouais. pour être sûr, parce que j'ai juste un doute que tu l'aies bien précisé, mais quand on parle d'ouvrir des canaux, c'est vraiment, il y a un moment donné, il va falloir qu'on fasse une transaction on-chain. C'est pour ça que il y a tous ces frais. Et en fait, ça revient à faire
ouvrir une ardoise avec quelqu'un d'autre ou ouvrir un portefeuille avec l'autre. On va mettre chacun des fonds et c'est justement ça la capacité de ce canal. Et comme tu dis, en fait, à chaque fois que, en plus, c'est des transactions qui sont souvent unidirectionnelles, qui vont toujours dans un sens. Au fur et à mesure, le canal n'est plus équilibré et en fait juste plus en capacité de pousser d'un côté à de l'autre du Bitcoin. Donc il faut que tu le casses ce canal et que tu en refasses un autre. Et là donc à chaque fois tu as des frais de transaction supplémentaires parce que tu fais du on-chain. Et en fait l'objectif de départ qui était d'arrêter de faire du on-chain pour avoir plus de scalabilité et tout ça, en fait très rapidement on se rend compte qu'il y a des limitations. Et C'est je ça. voulais juste compléter avec un tout petit point Ouais. pour que les gens se rendent bien compte des ordres de grandeur aussi. C'est que Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde, si je dis pas de conneries, quand on le rapporte à la seconde. Onboarder la Terre entière sur Lightning, c'est physiquement pas possible si on veut que chacun reste en self-custody sans passer par un wallet of Satoshi où en fait t'as l'impression d'avoir un wallet Lightning, en fait t'as un compte chez une banque qui s'appelle Wallet of Satoshi qui en fait fait chambre de compensation tout simplement. En fait t'ouvres jamais de canal littéralement avec le nœud de Wallet of Satoshi, avec ton wallet. C'est juste en fait eux ils te dépensent tes fonds et ils sont connectés avec leur nœud, ce qui fait que ça coûte zéro mais que tu n'as jamais la propriété de tes fonds, à l'inverse d'A5 ou avec Bull, où généralement, ce qui va se passer, si je dis pas de bêtises, c'est quand tu crées ton wallet Phoenix ou Bull et que tu veux faire une transaction, ça va t'ouvrir un canal avec soit la personne en direct, soit avec le nœud Bull ou avec le nœud A5 pour ensuite faire passer toutes tes transactions. Mais en fait, on peut pas onboarder la terre entière sur Lightning, c'est impossible. Alors, c'est très juste. Petite précision, par contre, le wallet Bull n'a pas de wallet Lightning intégré. Hein. Nous, on utilise vraiment que les swaps, donc jamais tu ouvres un canal. Okay. En fait, tu as juste un wallet liquide qui va te faire un swap atomique et c'est notre nœud qui, lui, a des canaux qui sont connectés et du coup, qui est géré de manière professionnelle, avec le niveau de savoir-faire et d'infrastructure que tu peux attendre de ce genre d'entreprise et avec la liquidité que nous, on peut se permettre d'immobiliser parce que ça fait partie de notre business model. Et en fait, nous, il va servir de hub d'envoi et de réception systématique pour toutes les transactions que vont effectuer les utilisateurs du Wallet Bull et qui, eux, vont juste interagir avec nous pour faire des swaps de liquidité Lightning vers Liquid et vice-versa. Okay. Le Phoenix, à l'inverse, par contre, tu as vraiment vraiment tes propres canaux que tu ouvres toi-même en faisant des transactions on-chain, comme l'expliquait Victor. Par contre, ton point est très juste. Si on extrapole, du coup, la capacité on-chain des transactions Bitcoin, en admettant qu'on mette que des ouvertures de canaux Lightning dedans, en une journée, c'est à peu près 500 000 transactions. Donc, ça veut dire que à la louche, tu peux faire 500 millions d'ouvertures de canaux tous les 3 ans. Ça veut dire qu'il faut à peu près 45 ans pour que chaque individu sur Terre, si on ne met que des ouvertures de canaux dans Bitcoin, sachant qu'il y aura des fermetures, il y aura d'autres transactions, etc., donc c'est même pas réaliste. Si on veut mettre 9 milliards de personnes en self-custody sur Bitcoin, et qu'ils aient de la capacité Lightning, même en admettant qu'il n'y ait jamais de rebalancing et qu'on fasse par exemple des transactions Lightning pour faire circuler les liquidités à l'intérieur, etc., que personne ne revienne jamais au-chain, qu'il n'y ait jamais de force close de canaux, etc., etc., il faut 45 ans pour onboarder tout le monde, c'est pas possible. Et c'est ça d'ailleurs qui motive les propositions de Covenant et ces choses-là. Mais mettons ça de côté parce que sinon ça va nous faire ouvrir une parenthèse qui va être très longue. Du coup, voilà les limitations finalement de Lightning. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, OK, en fait, Lightning, c'est génial, mais ça a été très mal marketé. C'est-à-dire qu'on a fait croire, lorsque Lightning a été lancé, notamment à l'époque du dernier bull market, que Lightning, c'était la solution géniale et parfaite qui allait maintenir Bitcoin de manière complètement décentralisée, en self-custody, mais allait permettre de pouvoir donner des transactions qui soient instantanées, quasiment gratuites et finales, comme s'il n'y avait pas finalement de compromis à faire et qu'il n'y avait pas de coûts qui étaient payés pour obtenir ces propriétés-là. Et on se rend bien compte maintenant avec les 5-6 ans d'historique que, en fait, non, on a quand même toutes ces problématiques et que onboarder quelqu'un qui vient de découvrir Bitcoin sur Lightning en self-custody, voilà, c'est quand même un challenge et ça implique déjà parce que c'est très difficile à comprendre. Ensuite, parce que malgré le fait qu'aujourd'hui, on peut ouvrir des canaux de manière presque instantanée grâce au splicing et à ces choses-là, on a quand même un coût qui est payé initialement par l'utilisateur et que quand tu lui vends Bitcoin et que tu lui dis OK, c'est super, ça t'appartient, ça coûte pas cher, Lightning, c'est gratuit et tout, et qu'il est là, mais attends, je viens de mettre 20 €, je viens de payer 4 € pour ouvrir un canal.
Et là, en plus, c'est dans un régime de frais où aujourd'hui les frais sont très très bas. Mais qu'est-ce que ce sera quand on sera à 30, 50, 100, 200, voire même plus, ça devait bytes. On se rend bien compte que Lightning, en fait, dans un régime de frais très élevé, ça ne marche pas. Si vous étiez déjà dans Bitcoin quand il y a eu toute la hype autour des ordinals qui ont fait monter les frais on-chain de manière très très aiguë pendant une période de temps qui n'était pas hyper longue mais qui était quand même significative de quelques mois. Essayez d'ouvrir un canal Lightning à ce moment-là. Si vous n'aviez pas en fait de liquidité sur Lightning à ce moment-là, c'était une problématique indémerdable parce que vous alliez payer 30 euros ou parfois 50 euros juste pour ouvrir une channel. Et souvent, vous voulez juste payer un repas ou rembourser un ami ou quelque chose comme ça, donc c'est pas du tout adapté. Mmh. Et juste pour introduire, du coup, Arc, parce qu'on pourrait se dire: «Mais donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça si aujourd'hui, de toute manière, les frais ont jamais l'air de monter, de manière, continue?» Genre, là, on regarde en ce moment les frais, j'ai pas regardé encore aujourd'hui, mais ça doit être aux alentours des, je sais pas, des 30 centimes, 15 centimes pour faire une transaction, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est à 12 centimes là, entre 12 et 24. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, mais en fait, on peut pas attendre que ça arrive pour le résoudre. C'est En ça. fait, il y a une sorte de serpent qui se mord la queue parce que en fait, les gens ont besoin de sentir que l'infrastructure est sûre avant d'y aller, quoi. Et surtout, ça revient en fait, c'est pour ça que j'ai pu utiliser cette phrase. Lightning, son défaut principal, si je devais le résumer, c'est qu'il fait porter la complexité, les contraintes sur l'utilisateur lui-même. Et donc en fait, l'autre manière de le voir, c'est de dire Lightning marche très bien si les gens ouvrent des canaux quand les frais sont pas chers et les maintiennent. Parce que par exemple, si tu veux manager ta liquidité entrante et sortante dans Lightning, mettons que tu sois quelqu'un, comme tu disais, les paiements sont unidirectionnels pour la plupart des gens. Moi, je vais tout le temps payer, par exemple. Donc du coup, si j'ai de la liquidité, alors je me trompe tout le temps. Si j'ai de la liquidité sortante, c'est ça, outbound, je crois. Bref, on me corrigera dans les commentaires, mais euh, en fait, je vais pouvoir, par exemple, me payer moi-même depuis un autre wallet Lightning. Et du coup, ça va rebalancer les channels de manière à ce que je vais avoir de la liquidité qui va me permettre de dépenser dans le futur. Donc, je suis pas nécessairement obligé de faire une transaction on-chain. Déjà, je peux en faire une pour réouvrir un canal, mais je peux aussi très bien d'ailleurs faire une transaction on-chain pour rajouter de la liquidité dans le canal. Donc, en fait, je vais juste redépenser dans le multisig qu'on avait préalablement créé. Par contre, je peux le faire aussi via Lightning directement si j'ai de la liquidité ailleurs et je vais pouvoir la rerouter à travers le réseau pour qu'elle revienne dans ce sens-là et que de cette manière, je peux avoir des flux qui vont revenir systématiquement. Mais pour ça, le point de départ, c'est que j'ai des canaux avec de la liquidité qui soit déjà dedans. Donc en fait, si je suis quelqu'un qui a le temps, la connaissance, la capacité et la liquidité pour pouvoir faire ça de manière régulière, en fait, je vais pouvoir me débrouiller très très bien. Mais c'est irréaliste de demander ça à des utilisateurs qui ont une expérience de monétique, de paiement et de consommation qui est, j'arrive dans le magasin, je pose ma carte bleue, je pose mon téléphone et c'est payé. Et j'ai pas besoin de m'en soucier. Et en fait, si on veut que les gens adoptent Bitcoin comme moyen de paiement, ce qui est quand même un objectif désirable pour toutes les raisons qu'on connaît et qu'on porte en tout cas chez Bull, on veut que les gens ils aient une expérience d'utilisation qui soit on par, qui soit équivalente, voire même meilleure que ce qu'ils ont déjà dans le système fiat. C'est pas réaliste en tant qu'entrepreneur de se dire les gens vont utiliser mes solutions juste parce qu'elles sont plus éthiques, elles sont plus sympas, etc. Sinon le bio ce serait un succès. Il faut qu'il y ait un rapport coût-bénéfice, qu'il y ait une utilité économique qui soit suffisamment convaincante pour que les gens y aillent sans conscience presque, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent parce que ça marche mieux. Et l'adoption des protocoles, des produits, etc. se fera toujours comme ça. Donc pour revenir à Arc, la différence entre Arc et Lightning, c'est que Arc fait porter la complexité sur l'opérateur et plus sur l'utilisateur sans introduire des compromis en termes de self-custody, de censure potentielle, etc., qui soient inacceptables. Alors, il y en a quand même, mais ils sont, à mon avis, dans l'analyse coût-bénéfice, si on les compare à Lightning, beaucoup plus adaptés à une expérience de paiement, là où Lightning risque de devenir, enfin, et c'est pas un négatif, hein, une technologie qui va être beaucoup plus utilisée par des différents types de fournisseurs de services, d'utilisateurs qui vont utiliser ça comme mécanisme de settlement entre eux, parce que eux, ils auront énormément d'incentives, encore une fois, à maintenir des nœuds bien fournis en liquidité, opérationnels H24, avec de la redondance, avec des backups des canaux, etc., etc. Et ça va créer des autoroutes qui seront très, très utiles
pour permettre à différents types de layer 2, différents types de wallets, différents types de solutions de pouvoir dialoguer entre elles, que ce soit à travers des swaps ou des rebalances ou des paiements Lightning. Mais on est plus sur l'infrastructure professionnelle qui va permettre d'huiler à cet étage-là les solutions qu'on va mettre dans les mains des utilisateurs qui, eux, voudront encore une fois cette expérience de paiement fluide, instantanée, sans avoir à s'en préoccuper, sans avoir à immobiliser de la liquidité, etc., etc. Et c'est là qu'entre Arc. Du coup, quand je dis qu'Arc fait porter la complexité sur l'opérateur, dans Arc, il y a le concept de base, c'est qu'il y a un opérateur qui, encore une fois, est essentiellement un wallet multisignature. Donc là, c'est pas un wallet multisignature bipartite, donc entre toi et moi. C'est un énorme wallet multisignature dans lequel on va onboard potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. Ce wallet multisignature, il est opéré par ce qu'on appelle un opérateur dans le jargon de Arc. Et en fait, la manière dont ça marche, c'est que d'abord, tu vas commencer par envoyer tes sats sur ce wallet multisignature, comme dans Lightning. Et à ce moment-là, l'opérateur, il va te fournir un chemin de dépense, donc une transaction que tu vas pouvoir pousser unilatéralement on-chain, qui va te permettre de récupérer ce que tu es censé avoir dans le système. Donc, de la même manière, comme tu l'expliquais tout à l'heure, que dans Lightning, on commence par mettre de l'argent dans un coffre, que par-dessus, on se donne une ardoise sur laquelle on va écrire cryptographiquement les échanges de sats qu'on a fait entre toi et moi, et qu'on a la propriété cryptographique et un peu magique de pouvoir pousser cette ardoise on-chain à n'importe quel moment pour dépenser les avoirs qu'il y a dans le coffre de manière à ce que ça reflète le dernier état comptable valide de l'ardoise. Et ça, on peut le faire unilatéralement, donc c'est-à-dire sans faire confiance chacun à notre contrepartie. Dans Arc, on a un peu le même système, sauf qu'au lieu d'avoir une ardoise entre toi et moi, c'est une ardoise globale entre tous les participants, entre tous les gens qui sont chez le même opérateur. Donc ça a plusieurs. Donc on est toujours sur la même logique de scaling of chain, c'est-à-dire qu'on va toujours bénéficier de cette propriété que toutes les transactions sont effectuées hors de la chaîne, donc potentiellement avec un volume de transactions, une rapidité, une instantanéité et une économie d'échelle gigantesque, donc instantanée, gratuite, quasi gratuite, quasi instantanée, etc., etc. Mais avec cette propriété qui est absolument essentielle et qui définit ce qu'est un layer 2 Bitcoin, qu'on garde toujours à titre individuel une unilateral exit, donc encore une fois, une capacité de dépense de ce qui nous appartient, qui soit unilatérale, sans avoir besoin de faire confiance à personne, qu'on va pouvoir pousser sur la main chain et qui va pouvoir être finalisé avec quelque part le settlement engine, le moteur de finalisation des transactions qui est Bitcoin et qui a les propriétés qu'on connaît. Donc tout ça est très bien. Juste une question, au début, pour revenir sur Arc, tu disais, on pousse, donc en tant qu'utilisateur, ses sats vers l'opérateur. On pousse quoi de où à où Tu envoies des Satoshi on-chain, donc tu dépenses un UTXO existant vers une adresse qu'on appelle une adresse de boarding, donc en français d'embarquement, qui, alors je vais détailler un petit peu, qui, elle, est un passe-plat vers le multisig, qui est le gros système Arc que j'étais en train de décrire. Cette adresse de boarding, c'est un multisig 2 sur 2 entre toi et l'opérateur avec 2 chemins de dépense. Tu as un chemin de dépense vers le multisig et un autre qui est en fait un refund au cas où l'opérateur Arc ne soit plus en ligne, ne réponde plus ou devienne malicieux. Il ne faut pas que toi, tes Satoshi soient bloqués dans cette espèce de sas. Et donc, tu vas avoir la possibilité, après un time lock, donc après qu'un certain temps soit écoulé, donc après une certaine hauteur de bloc, tu vas pouvoir pousser une transaction valide on-chain qui va te permettre de récupérer les sats que tu as mis dans ce sas. Donc ce sas, si tout se passe bien, tu mets des sats dedans, l'opérateur Arc, il le voit, il co-signe et boum, ça dépense ses sats vers le multisig. Donc là, à ce moment-là, tu vois que tes sats, ils sont sur ce multisig partagé dans lequel il y a plein d'autres utilisateurs. Donc la manière dont vous pouvez voir ce multisig, c'est il y a plein d'entrées et il y a plein de sorties. Ces sorties, c'est des transactions qui peuvent être, c'est des outputs, donc des dépenses qui peuvent être reflétées on-chain. Et toute l'idée d'Arc, c'est de dire que à chaque fois que moi, je vais faire un paiement à quelqu'un, donc à chaque fois que je vais dépenser des sats off-chain, à chaque fois que je vais signer à partir de ma clé cryptographique, toujours comme dans Bitcoin, et montrer que je suis apte à dépenser des sats qui sont dans tel input, donc qui ont déjà été embarqués sur le multisig, l'opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recomposer les dépenses, donc les sorties, les outputs du multisig, de manière à refléter cette réalité transactionnelle.
Évidemment, il ne va pas le faire à chaque fois qu'il y a un paiement, parce que sinon, ça apporterait autant de transactions sur la chain Bitcoin qu'en font les utilisateurs et on n'aurait aucune scalabilité. Ce qu'il va faire, c'est que lui, en gros, il a un gros serveur. Il enregistre toutes les transactions qui ont été effectuées par les utilisateurs et périodiquement, dans ce qu'on appelle un batch, il va refléter de manière agrégée toutes ces évolutions d'ardoise de manière à mettre à jour toutes les sorties du multisig telles que chaque utilisateur va pouvoir toujours partir unilatéralement s'il le veut avec ce qui est son dû, avec les sats qu'il est censé avoir on-chain. Make sense? Juste un truc, du coup, ça veut quand même dire qu'initialement, il faut une transaction on-chain pour s'onboarder sur Arc. Ouais. Il faut une transaction on-chain pour s'onboarder sur Arc, mais potentiellement, tu peux faire une transaction on-chain un jour et jamais avoir besoin d'en faire d'autres. Parce qu'en fait, ça peut être ta première transaction d'achat, en fait. Tu achètes, par exemple, sur un exchange ou une personne ou n'importe quoi, et en fait, tu livres les bitcoins directement sur un serveur Arc. Pourrait très bien, effectivement, ne pas passer par le boarding. C'est-à-dire que là, vu qu'on est tout au début du protocole, donc pour l'instant, ça, c'est un protocole, donc c'est une spécification générale. Et il y a deux implémentations concurrentes aujourd'hui. Une qui s'appelle Second, ou Second Layer, je me rappelle jamais, et une autre qui s'appelle Arcade. Celle qu'on a intégrée à titre expérimental pour l'instant dans le Bull Bitcoin Wallet, c'est Arcade. Et donc aujourd'hui, effectivement, personne n'a de balance Arc, à part quelques utilisateurs Bull Bitcoin et quelques utilisateurs de leur propre wallet, qui s'appelle Arcade aussi, je crois. Et qui du coup, eux, par exemple, pourraient très bien t'envoyer directement. Donc tu prends un wallet Bull Bitcoin, tu fais recevoir dans Arc. Moi, je peux très bien t'envoyer ce qu'on appelle des VTXO, qui sont l'équivalent des UTXO, dans Arc. Et là, tu vas recevoir des sats sur Arc. Là, tu n'as pas fait de transaction de boarding et on a ajouté un utilisateur au système sans avoir besoin d'avoir fait une transaction on-chain. Et tu as toutes les propriétés que j'ai décrites avant, c'est-à-dire que tu vas quand même avoir une unilateral exit à un certain stade. Je vais décrire comment après. Mais là, il n'y a pas eu une transaction on-chain en plus. Donc, en fait, tu as une capacité d'onboarding des utilisateurs malgré les contraintes de taille dans les blocs qu'on décrivait avant, qui est beaucoup plus grande, parce que dans Lightning, tu ne peux pas passer outre cette ouverture de canal initiale pour pouvoir avoir de la liquidité. Alors, sachant qu'en plus, il va falloir, encore une fois, rebalancer, potentiellement fermer des canaux de temps en temps parce qu'il y a des mecs qui deviennent offline, etc. Si Binance, par exemple, avait un canal Lightning avec un énorme serveur Arc, est-ce que là, il y a juste plus de transactions on-chain en plus, à part sur les moments de synchronisation du serveur Arc, où en gros, j'achète sur Binance, ça part sur le serveur Arc et je récupère des Bull Bitcoin, pas Binance. Bull Bitcoin. Ouais. Non, mais même, Ok. on peut prendre l'exemple de Binance. Le truc que tu aurais dans ce cas, c'est qu'en fait, ils vont te vendre des sats sur Arc directement. Pas vraiment de raison de passer par Lightning pour ça. Lightning, dans le cadre d'Arc, il va surtout servir. Donc, juste pour reprendre là où j'en étais, parce que sinon, ça va être difficile à comprendre pour votre auditoire. Donc, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas forcément un opérateur Arc. Donc là, pour l'instant, on est vraiment tout au début. Si je me mets dans le cadre d'Arcade, il y en a un seul, mais on pourrait très bien en avoir 10 différents. Et si Alex, il est sur Arcade 2 et que moi, je suis sur Arcade 1, c'est là que Lightning va permettre de faire un pont entre les deux. Parce que moi, je vais pouvoir payer off-chain en envoyant une transaction présignée à l'opérateur d'Arcade 1 uniquement les gens qui sont dans le même multisig. Parce que lui, s'il doit recomposer les outputs pour refléter cette transaction lorsqu'il va les batcher, il faut déjà que les sats aient été bordés chez lui, etc., etc. Par contre, Alex, il est dans le deuxième opérateur. À ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que moi, je vais envoyer la transaction présignée à l'opérateur 1. Lui, il va parler à l'opérateur 2 et lui dire j'ai un gars chez moi qui veut payer un gars chez toi. Donc, tout ça est anonyme, hein, évidemment. Du coup, je vais t'envoyer des sats via Lightning, parce que nous, on a des gros canaux entre nous, parce qu'encore une fois, on est des opérateurs professionnels, on a une incitation à faire ça. Et du coup, la liquidité que tu vas devoir pousser dans l'output d'Alex, en fait, moi, je vais te la pré-envoyer dès lors que j'ai reçu la transaction présignée de Théo, parce que du coup, je sais que je vais pouvoir récupérer ces sats à un moment. Je vais la pousser chez ton Lightning à toi. Toi, tu vois qu'elle est arrivée, donc elle est finale, grâce aux propriétés de Lightning. Et du coup, tu vas pouvoir mettre à jour l'output d'Alex pour que lui reçoive les sats. Et ça prend le temps d'une transaction Lightning, en gros. Donc, même quand je vais payer quelqu'un sur le même opérateur Arc, le temps
de finalisation de la transaction, gros, et alors là, je prends des simplifications si vous voulez, on rentrera dans un peu plus de détails, mais dans quasiment tous les cas, ça va être l'échange d'une transaction présignée. Donc, c'est vraiment la signature d'une clé cryptographique, son envoi et sa vérification. N'importe quel smartphone, même d'il y a 10 ans, peut faire ça. C'est quasiment instantané. Moi, j'ai déjà fait du coup des paiements ARC avec le wallet Bull Bitcoin. C'est l'expérience de paiement la plus rapide que j'ai jamais vue de ma vie. Et ça va encore plus vite que Lightning. Et donc, dans le cadre de la transaction l'exemple que je prenais avant, d'un opérateur ARC à un autre opérateur ARC, là, ça prendrait à peu près le temps d'un paiement Lightning. Vous rajoutez quelques microsecondes pour ces écritures cryptographiques que je décrivais avant. Donc, on est quand même sur un truc qui, en termes d'expérience d'utilisation, est assez stylé. Et notamment dans la mesure où, encore une fois, si vous êtes rentré initialement dans le système, vous avez fait une transaction on-chain pour vous onboarder, mais si vous avez juste récupéré des sats sur ARC, vous n'avez jamais eu de canaux à ouvrir. Vous avez potentiellement une adresse comme une adresse on-chain, c'est juste qu'elle a une structure un peu différente. Au lieu de commencer par BC1Q ou BC1P, donc les adresses Segwit et Taproot, elle va commencer par ARK. Vous filez cette adresse à quelqu'un, il vous paye et vous avez les stats instantanément, vous pouvez les redépenser instantanément. Toute la complexité d'Arc et toute la difficulté, encore une fois, elle est portée sur l'opérateur. Pourquoi ? Parce que, assez logiquement, si vous avez suivi ce que je viens de dire, lorsque j'envoie mes sats pour border sur Arc, donc pour vraiment m'inclure dans le batch d'un opérateur, lui, si moi je veux toujours être dans le système où je lui fais jamais confiance et je veux avoir une possibilité de retourner on-chain unilatéralement, avoir cette fameuse unilateral exit, en fait, lorsque je board sur le système, lui, il me donne une unilateral exit avec son capital. C'est-à-dire que si moi, j'envoie 1 million de Satoshi pour obtenir un VTXO, donc ce qu'on appelle un virtual XO, donc vraiment, on va dire 1 million de Satoshi sur Arc, pour pouvoir que mon wallet il vérifie que je vais bien pouvoir les récupérer on-chain sans lui faire confiance. En fait, lui, il a mis 1 million de sats qui lui appartenaient dans une output que je peux vérifier du multisig que je peux récupérer maintenant. Et c'est là qu'est le besoin de liquidité et la complexité. C'est que du coup, l'opérateur, il va avoir besoin d'une quantité de liquidité assez phénoménale pour pouvoir faire fonctionner son système de manière à le garder complètement trustless et à pas avoir cette espèce de période tampon où moi, j'ai envoyé des sats dans un truc qui me dit « Trust me, bro ». Et t'inquiète, un jour, une fois que j'aurai récupéré tes sats, je vais les remettre dans le multisig et je peux pas me barrer avec la caisse et te rug pull en attendant. Et donc, dans Lightning, cette capacité d'unilateral exit, elle fait porter une contrainte à l'utilisateur parce que c'est lui qui doit manager ses canaux, c'est lui qui doit ouvrir un canal avec quelqu'un, manager sa liquidité, etc., etc. Et c'est pour ça que ça scale mal et qu'il y a des économies d'échelle. Arc, ça prend le contre-pied, ça dit en fait, on sait que tous les systèmes de réseau comme ça vont tendre vers des économies d'échelle. Parce que avoir un point vers lequel tout le monde se concentre, un hub qui route toutes les connexions, qui concentre la liquidité, etc., c'est comme ça que ça va s'articuler sous les incentives humaines parce qu'il y a des économies d'échelle. Et donc, nous, on va créer un système qui est de manière complètement assumée, qui est centralisé dans son design, mais on va le créer d'une telle manière que cette centralisation ne soit pas un problème pour les utilisateurs parce qu'ils vont quand même toujours avoir une unilateral exit et ils vont quand même avoir toutes les propriétés qu'on aimerait bien avoir malgré le fait que ce soit centralisé. Donc, en fait, ça retourne un peu le problème dans le design et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, c'est que c'est un truc qui est assez pragmatique en fait à Arc. C'est un truc qui dit non, c'est pas une solution parfaite, c'est juste que le set des trade-offs techniques et économiques qu'on a, on va l'articuler d'une manière où en fait, on peut pas aller à l'encontre de la centralisation nécessaire du scaling of chain. C'est comme ça que c'est structuré Internet. On a des serveurs qui sont des points nodaux d'Internet, mais on va faire que les gens qui opèrent ces serveurs, ils peuvent pas vous nuire en gros. Et je me posais la question, comment exactement, c'est quoi le modèle de rémunération du serveur Arc? Comment il Frais va de se transaction. payer? Frais de transaction et il parie sur le fait qu'il va y en avoir énormément et que ce qu'il faut pas qu'à la fin, pour l'utilisateur, ça coûte aussi cher que de faire une transaction on-chain. Non, et logiquement, si ça coûte aussi cher qu'une transaction on-chain, à part dans des cas où l'immédiateté est hyper importante pour l'utilisateur, il va utiliser on-chain. Parce que, encore une fois, j'ai mis des parenthèses dans certaines choses que j'ai dit, parce que il y a quand même des cas où il y a un compromis qui est fait aussi avec Arc. Et notamment, par exemple, c'est débile, mais t'es boardé, tu as des sats chez un opérateur Arc. Si jamais tu veux réaliser une transaction là maintenant et que le mec il répond plus, en fait il signe pas la transaction avec toi pour faire en sorte que tu reçoives, par exemple, moi je vais t'envoyer des fonds, on est chez le même opérateur Arc. La manière dont ça se passe, c'est qu'en gros du coup
j'ai des sats sur Arc. Donc, c'est encore une fois ce qu'ils appellent des VTXO pour Virtual UTXO. Pourquoi Virtual UTXO? Parce que c'est une représentation off-chain de ta capacité à pousser une output on-chain. Et donc, à ce moment-là, pour le dépenser et que toi, tu le reçoives, en fait, je vais me connecter à l'opérateur, signer mon VTXO et lui dire file ça à Victor, enfin, ou à telle adresse Arc plutôt. Et lui, il vérifie la signature, il co-signe, et toi, tu reçois un truc co-signé qui, du coup, permet de voir que, OK, ça correspond bien à une output qui existait, qui a suffisamment de sats. En gros, la balance, elle a bien été mise à jour. OK, je vérifie tout ça. C'est vraiment des égalités mathématiques très simples. Donc là, je considère que le paiement est final. Mais si le mec répond pas, en fait, et qu'il refuse de signer, à ce moment-là, la seule manière que j'ai de récupérer mes sats, c'est d'utiliser cette fameuse unilateral exit qui, encore une fois, est une transaction on-chain. Donc, c'est un truc qu'on n'a pas envie d'utiliser fréquemment. Même l'opérateur, il n'a pas envie qu'elle soit utilisée parce que lui, il a envie que tu restes dans ton système pour continuer à gagner des frais de transaction. Et en plus, cette unilateral exit, pour des raisons de modèle de sécurité, elle vient avec un time lock relatif. C'est-à-dire que lorsque je vais pousser ma transaction de sortie unilatérale on-chain, va y avoir un time lock relatif, donc a priori de 6 heures, de 36 blocs. Non, c'est ça, 36 blocs, ouais, ça doit être ça. Qui fait qu'une fois que la transaction elle est dans le même pool, en fait, les sats, ils vont pouvoir être dépensés que 36 blocs plus tard. Donc, si moi, j'ai besoin de dépenser rapidement, en fait, je suis baisé. Donc, en fait, entre une transaction on-chain classique et une unilateral exit, qui est le worst case scénario d'une transaction ARC, je suis mieux on-chain. Donc, à frais équivalents, je vais préférer passer on-chain. Donc, d'un point de vue logique, on peut s'imaginer que les frais sur ARC, et aussi parce que c'est beaucoup plus efficient, parce qu'encore une fois, tout est centralisé et tout est exécuté off-chain, et ben, ils seront jamais aussi élevés que les frais on-chain. Et surtout, il y a quand même un point, si on revient à nos chers principes économiques, c'est que personne voudra utiliser Arc si ça coûte cher parce qu'il y a aussi la concurrence de Lightning, mais il y a aussi la concurrence de Liquid, il y a aussi la concurrence de utiliser une banque comme Wallet of Satoshi. Et Exactement. derrière, en fait, si Arc veut être pérenne, il faut que ce soit pas cher. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un très bon point parce que j'aimerais pas faire véhiculer l'idée que pour moi, Arc est une solution à tout. C'est-à-dire que par contre, c'est une addition dans l'ensemble des différents types de layer 2 et de solutions de scaling qu'on peut avoir, parce que Liquid, par exemple, est une solution, c'est une sidechain, c'est une solution de scaling potentiel, mais qui n'est pas un layer 2 à proprement parler, parce qu'il n'y a pas cette fameuse unilateral exit, au même titre que, par contre, Lightning et Arc sont des vrais L2. L'eCash ou un wallet custodial comme Wallet of Satoshi sont pas des L2, mais ça peut également être des solutions dans certains contextes qui sont meilleures que les concurrentes eu égard aux contraintes que vous avez et à l'utilité que vous cherchez. Et en fait, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution one size fit all, il n'y a pas de silver bullet, et il y a plutôt un ensemble, un spectre de solutions différentes qui ont des compromis différents, qui du coup vont être optimisés pour des cas d'usage et des cas de paiement différents. Et tout ce qui compte, c'est qu'on ait une interopérabilité entre tous ces trucs-là qui supportent le moins de compromis possible en termes de latence, de custody, de frais, etc. Et avec une complexité qui est reléguée aux opérateurs professionnels et qui ne porte plus sur les utilisateurs, de manière à ce qu'on puisse onboarder potentiellement des milliards d'individus qui vont, sans avoir besoin de comprendre toute cette technologie et de cette complexité, avoir en fait une expérience d'utilisation qui est, on me montre un QR code, je scanne un QR code, je ne sais potentiellement même pas quel layer je suis en train d'utiliser, quelle solution je suis en train d'utiliser, mais je vais avoir un wallet qui va choisir l'optimum et derrière, toute la complexité va se passer sur de la cryptographie, des rebalancements Lightning entre les différents opérateurs, etc. Ça rejoint un peu l'expérience utilisateur que vous essayez de donner avec le Bull Wallet, où c'est dans une demi-mesure pour l'instant, et c'est normal parce qu'on est encore tôt, où vous avez créé un compte Secure Wallet, enfin, je sais plus le nom exact, où c'est du Bitcoin on-chain que tu as, donc Secure Wallet, je sais plus comment on l'avait fait. Secure Bitcoin Wallet, ouais. Secure Bitcoin Wallet et un Instant Payment, bon, j'ai pas les noms. Instant Payment Wallet. Où en fait, là, on a l'impression déjà que c'est un peu le compte épargne et le compte courant de dépenses, ce qui est ce que vous voulez donner, et ça tend vers ce que tu décrivais. Par contre, effectivement, pour l'instant, quand on va dans l'instant payment, on a Lightning ou Liquid, on a encore le choix, parce qu'on n'est pas encore, je suppose que c'est juste qu'on n'est pas encore assez mature pour donner l'expérience de
tu sais pas du tout ce qui se passe derrière, mais en fait t'inquiète, on gère pour toi. Mais effectivement, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Et en fait, c'est derrière, t'as un compte épargne, c'est du Bitcoin on-chain, et derrière t'as ton compte de dépenses classique, voire tu peux même avoir plusieurs granularités. Et si l'utilisateur a une seule seconde besoin de se poser la question, c'est que l'expérience va pas être bonne à un moment. Ça risque d'être trop compliqué. Les gens vont pas comprendre Liquid, Lightning, Arc. Rien à foutre. C'est exactement ça. C'est la direction vers laquelle on veut essayer d'aller, tout en gardant et en donnant la possibilité à des utilisateurs plus avancés d'aller vraiment fine-tune tout ce qu'ils veulent dans les paramètres, se connecter à leur propre nœud, utiliser ça derrière Tor, avoir des systèmes de rebalancing automatique, etc., etc. Et ce qui fait le bridge dans tous ces trucs-là, c'est les swap bolts. Mais c'est ça la magic sauce, entre guillemets, qui permet de faire ça. Et si tu as déjà utilisé le wallet, tu as une expérience de paiement quand tu utilises le wallet de paiement instantané qui est un peu inférieur à Lightning dans le sens où, OK, t'as pas besoin d'immobiliser de la liquidité, t'as pas de canaux, machin, etc. Tout ça, c'est super cool. Par contre, c'est un petit peu plus lent parce que il y a quand même un swap bolt derrière qui, en général, met entre 4 et 30 secondes, je crois. Alors qu'un paiement Lightning de Phoenix à Wallet of Satoshi, en général, ça se passe en moins d'une seconde. Et c'est débile, mais dans l'expérience d'utilisation, quand tu attends 15 secondes au bar la validation de ta transaction, tu perds quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que, en tout cas, je vais pas parler pour Francis, mais ma vision personnelle, et c'est pas moi qui décide, donc de toute manière, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est qu'à terme, l'Instant Payment Wallet, ce sera probablement un wallet Arc. Parce que ce passage de Lightning, parce qu'un swap, en fait, Arc à Lightning, c'est hyper rapide, beaucoup plus rapide. Il y a un set de trade-off qui est peut-être un poil plus intéressant que Liquid. Il y a beaucoup plus d'instantanéité, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Arc n'a pas vocation à être, par exemple, un système sur lequel tu vas mettre des sommes gigantesques. Pour ça, il y aura toujours la main chain Bitcoin et il y aura probablement tu auras toujours ce trade-off que si tu as finalement beaucoup d'argent sur un wallet à chaud de dépenses, c'est quelque part, tu as des clés qui sont dans l'appareil ou ou alors tu as besoin d'un hardware wallet pour pouvoir signer ta transaction avant de la faire. Donc, tu perds l'instantanéité parce que là, il faut sortir ton cold card, ton ledger, ton machin, etc. Donc, tu auras toujours cette séparation fonctionnelle entre le compte épargne, comme tu dis, et le compte de paiement. C'est juste que dans le compte de paiement, on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Dans le compte épargne, j'ai envie de dire, Bitcoin est assez abouti d'une certaine manière. Et dans le compte de paiement, et c'est là qu'Arc est aussi intéressant, là où on peut aller plus loin, c'est aussi commencer à faire des choses qui sont beaucoup plus composables, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle vulgairement du smart contract, ce qui se fera toujours de manière très difficile dans Bitcoin du fait de l'ossification du consensus sur la code base Bitcoin. Par contre, quand on va faire de l'exécution off-chain sur Arc, en fait, on peut très bien demander à l'opérateur d'aller exécuter un script qui va être lié à ta transaction, qui est potentiellement beaucoup plus complexe que ce que tu peux faire avec le langage de scripting Bitcoin, et qui du coup va te permettre de faire des choses plus évoluées, des contrats dérivés, des contrats de prêt, des transactions conditionnelles à un oracle, des actifs synthétiques comme des stablecoins, de faire des vaults, des contrats d'escrow, donc des contrats de séquestre, de faire des contrats qui vont être conditionnés à un time lock beaucoup plus granulaire et précis, de faire des contrats qui vont être conditionnels à un événement extérieur qui va être instancié par un oracle, voire de faire des contrats de paiement qui vont avoir des milliers d'outputs si tu veux, redistribuer par exemple les produits d'une vente à des milliers d'utilisateurs sans avoir besoin de pousser une transaction monstrueuse on-chain, tout ce genre de choses-là. Pour l'instant, tout ça, c'est complètement neuf et on n'a pas vraiment ces capacités de scripting sur Arcade, mais c'est l'objectif annoncé de l'entreprise qu'il y a derrière. Et en fait, ça se fait bien parce que vu que tu as cette exécution dans un environnement qui peut te permettre d'avoir une exécution qui est elle-même vérifiable, donc tu peux savoir que finalement, ce qui a été exécuté par l'opérateur correspond bien au script que tu as attaché, donc tu vas avoir un hash à ta transaction, tu vérifies bien que l'exécution est bien correcte et tu peux t'opposer à cette exécution si jamais tu vois qu'il a triché. Et lui, en fait, il peut exécuter des règles qui sont théoriquement très complexes et bien plus flexibles que ce que permet le langage de scripting dans Bitcoin, parce que il n'a pas besoin, encore une fois, de pousser ça dans le stack d'une exécution Bitcoin, et il peut le faire lui-même off-chain avec sa propre puissance de calcul
et refléter ça sur juste un état final de la transaction. Donc dire par exemple, si on fait un contrat de part qui a, tu vois, plein de modalités possibles en fonction de qui va gagner les prochaines élections américaines et en fonction de la direction du vent, en fait, on va juste avoir besoin de refléter dans le multisig, dans l'output final maintenu par l'opérateur, combien d'argent est allé en sats chez toi que tu vas pouvoir récupérer on-chain grâce à ma fameuse unilateral exit si jamais je le veux, si jamais j'en ai besoin parce que l'opérateur devient malicieux ou qu'il est plus online, etc., etc., sans avoir besoin de stocker tout le code on-chain, sans avoir besoin de l'exécuter on-chain, sans avoir besoin que les parties qui font partie du consensus global en aient connaissance. Donc, c'est vraiment du pur off-chain scaling. On n'est pas sur de l'EVM à la Ethereum où on va faire grossir la main chain Bitcoin comme des tarés parce qu'on va mettre des smart contracts écrits en JavaScript dès qu'on a besoin de faire un contrat, etc. Et en même temps, on va utiliser du hashing, de l'ancrage de proof of chain, de l'exécution vérifiable et toutes ces choses-là pour pouvoir apporter cette composabilité dans vraiment un environnement off-chain, donc avec un scaling horizontal qui peut aller très très loin. Et pour parler justement d'un cas un peu concret sur lequel les gens pourraient se projeter, par exemple, nous, on a justement notre nouveau partenaire qui est Lendesat, qui propose de faire des prêts emprunts avec du Bitcoin collatéralisé et qui va permettre justement à certains Bitcoin maxi de pouvoir dépenser sans vendre ces Bitcoins. Donc, tu obtiens par exemple, voilà une carte bleue sur laquelle tu vas pouvoir dépenser des euros, des dollars, et tu as ton Bitcoin qui reste au chaud et en fait, tu vas le rembourser sur une certaine durée de temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement là dans le cas de l'implémentation ARC? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va permettre justement d'avoir un peu plus de programmabilité, de réduire des risques de contrepartie? Alors, je fais juste une pause promotion, mais n'hésitez pas du coup à faire un tour sur l'Endesat. Parce on a un code, c'est HTB30. Vous avez 30% de moins sur les frais sur votre premier prêt ou emprunt, en sachant que vous pouvez, si vous êtes un afro-fiatiste, prêter vos stablecoins ou vos euros ou vos dollars contre un taux d'intérêt qui se situe entre 7 et 12% de mémoire, ce qui permet d'être un fiatiste, mais qui bat un peu l'inflation, donc c'est quand même cool. Je t'en prie. Dans l'Endasat, en fait, tu as des sats sur Arc, ou alors tu te boardes sur aujourd'hui sur Arcade, parce que c'est construit sur Arcade. Donc tu fais ce qu'on appelle settle tes sats. Donc encore une fois, tu vois, ils sont d'abord dans le SAS, donc la fameuse boarding address. Quand tu les settle, hop, c'est bon, ils sont sur l'opérateur. Et ensuite, tu vas envoyer ça sur un contrat Lendasat, un contrat de prêt. Off-chain, il va directement pouvoir vérifier quelle est la valeur de ton collatéral, quels sont les termes du contrat. Toi, tu les valides. Derrière, tu vas, de manière atomique, recevoir la contrepartie d'emprunt que tu veux obtenir. Donc, aujourd'hui, essentiellement, je crois que ça marche en USDC. Mais admettons que demain, on développe justement des stablecoins natifs à Arc, ça pourrait se passer complètement sans l'interaction avec une autre chain. Et à ce moment-là, tu vas du coup avoir cette propriété que la liquidation, si jamais elle doit intervenir parce qu'on a une mèche qui va très très vite dans Bitcoin, elle va pouvoir être instantanée parce que le liquidateur va pouvoir directement co-signer la transaction de liquidation avec l'opérateur et garantir que du coup le contrat soit dénoué, c'est-à-dire toi tu as emprunté, tu vas garder tes sats, mais tu vas garder tes USDC, mais tu as perdu ton collatéral parce que tu es censé être liquidé. Parce qu'elle peut intervenir de manière extrêmement rapide. Ça veut dire que le buffer de capital que tu dois mettre lorsque tu vas contracter le prêt au début est inférieur, ce qui du coup va faire que tu as des meilleurs termes sur l'emprunt. Alors que si tu faisais quelque chose on-chain, vu qu'il va falloir encore une fois une confirmation on-chain pour pouvoir effectuer la liquidation et potentiellement du coup qui peut durer 10, 20, 30 minutes en fonction de quand le prochain bloc va être miné, il faut que tu puisses mettre un buffer de capital supplémentaire qui est équivalent, on va dire, à la volatilité moyenne ou plutôt maximale qu'on peut imaginer sur Bitcoin en 30 minutes, ce qui doit être un truc genre 15%, quoi. Donc, enfin, j'exagère, mais voilà. Donc, tu vois, tous les paramètres de ton prêt, ta LTV, le buffer de liquidation, la rapidité de l'emprunt, tu vois, même la complexité potentiellement que tu peux avoir sur le contrat de prêt, puisque tu pourrais imaginer que tu aies plusieurs scénarios, donc plusieurs sorties d'exécution du contrat, plusieurs schémas de paiement. Qui sont pour les geeks, qui sont juste des TypeScript, qui soient directement embarqués dans le contrat. Donc, tu as un schéma de liquidation, un schéma de remboursement conditionnel à plus long terme. Également, je pense que pour les paiements d'intérêt, ça amène plus de flexibilité.
tu pourrais aussi les conditionner à des benchmarks. Au lieu d'avoir un contrat, tu vois, qui soit uniquement un intérêt fixe préétabli au moment où le contrat est noué, tu pourrais très bien avoir un paiement qui soit un premium au-dessus d'un benchmark, donc par exemple le Ribor ou le LIBOR ou le funding rate Bitcoin, etc., qui te permettent du coup d'avoir un contrat dont le benchmark va être fourni par un oracle et que du coup qui te fasse un intérêt qui soit dynamique en fonction des conditions de marché et pas un truc fixe que tu vas devoir close et réouvrir si tu veux avoir un contrat qui reflète la réalité économique actuelle. Donc en fait, on se rapproche en fait de plus en plus grâce à la flexibilité à la fois de cette exécution off-chain de scripts plus complexes et la rapidité des transactions à l'articulation de réalités financières qui sont plus proches de l'expérience qu'on a dans la finance classique. Donc, au même titre que tout à l'heure, je disais que finalement, si on veut que Bitcoin s'impose comme monnaie de réserve mondiale et comme backbone, comme clé de voûte de notre futur système de paiement, d'épargne et de finance, il va falloir aussi que les contrats traditionnels qui sont absolument nécessaires et qui ne sont pas que des trucs fiat de la finance traditionnelle liés à l'emprunt, à des dérivés, c'est-à-dire à des contrats assurantiels, à potentiellement des actifs synthétiques, donc des actifs qui vont représenter d'autres types d'actifs. Et là, par exemple, je pense notamment aux stablecoins qui, outre Bitcoin en tant que tel, pour moi, est quasiment un des seuls cas, mais peut-être le seul cas de tokenisation qui a démontré un product market fit et qui est quelque chose qui, lorsque c'est bien fait, peut être vertueux et légitime. Toutes ces choses-là, elles vont être d'autant plus faciles à créer sur le stack technologique Bitcoin grâce à cette solution-là. Et c'est pour ça que je suis bullish. Et juste, tu me corriges si je dis des bêtises, je vais essayer de dézoomer un peu et de refaire les layers. On a Bitcoin, donc layer 1, que tout le monde commence à connaître à peu près bien. Ensuite, on a un layer 2 qui s'appelle Lightning, que tu as décrit tout à l'heure, donc qui permet pas d'onboarder tout le monde, parce que si tu veux faire partie du réseau Lightning en étant en self-custody, tu es obligé d'ouvrir un canal, donc de faire une transaction on-chain, donc comme on a dit, il faut 45 ans pour onboarder toute la Terre. Un native à ça, c'est un wallet of Satoshi où en fait, tu peux commencer à recevoir du Bitcoin dessus ou à en dépenser. En dépenser, il faudra bien mettre les fonds à un moment dessus. Mais tu peux commencer à en recevoir, mais en fait, tu n'as jamais créé de canal parce que la custody est déléguée à Wallet of Satoshi qui se positionne comme une banque, concrètement. Donc, pour ça, on a mis Arc, qui en fait, Arc, alors je sais que c'est considéré comme un layer 2, moi je le vois presque comme un layer 3, d'une certaine façon, vu que en fait, Arc permet donc cette création d'opérateurs qui peuvent communiquer entre eux via Lightning, c'est pour ça que dans ma tête, je vois ça plus comme un layer 3, qui permet quand même d'onboarder des gens sans faire une transaction on-chain, parce que s'ils reçoivent du Bitcoin, on peut onboarder quelqu'un sur Arc sans qu'il ait besoin de faire une transaction on-chain, donc ça résout une des problématiques avec Lightning. Par contre, s'il veut dépenser, lui, ses fonds, il est obligé de faire cette transaction initiale, qui, comme on l'a dit, peut se faire par différents moyens et surtout a besoin de se faire une seule fois de toute sa vie, à l'inverse de Lightning où c'est chaque ouverture, chaque fermeture de canal, etc. Et donc, Arc se positionnerait un peu comme une solution qui se rapproche de plus en plus de l'utilisateur en permettant ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu, moi, ce qui me dérangeait jusque-là, c'est tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Bitcoin, et il te dit ok, vas-y, montre-moi. Et en fait là, jusqu'à Arc, moi je me retrouve toujours dans la situation de putain, je lui fais installer quoi, le wallet Bull, le wallet Phoenix ou wallet of Satoshi. Et ça finit souvent avec wallet of Satoshi, malheureusement, parce que si tu veux qu'il ait la meilleure expérience possible et qu'il se pose pas de questions et que ça lui coûte rien, wallet of Satoshi c'est quand même vachement bien, parce que tu lui donnes l'impression de recevoir du Bitcoin en moins d'une seconde et c'est assez magique. Ce que tu peux pas faire avec Phoenix, parce que Phoenix c'est mort. Et avec le wallet Bull, pour être honnête, je l'utilise pas depuis très longtemps, et surtout tu utilises Liquid qui est quand même autre chose d'une certaine façon. Et là avec Arc, du coup, ça veut dire qu'on peut lui installer un wallet Arc, lui envoyer du Bitcoin via Arc avec la même expérience qu'un wallet of Satoshi, sauf qu'il va être bien plus souverain sur ses fonds, grosso modo. Yes. Alors, je vais mettre quand même des petits. Non, c'est plus des nuances. Et ça a à voir avec les simplifications que j'ai fait au début. Si je t'envoie des sats sur Arc là maintenant, du coup, donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc toi, ton wallet, il a généré une adresse Arc. Donc mettons, on est tous les deux sur Arcade, tu vois, donc le même opérateur. Lui, du coup, je lui ai envoyé une transaction pré-signée en VTXO. Il la co-signe, tu reçois instantanément les fonds.
Le truc, c'est que, encore une fois, le modèle de sécurité provient du fait que tu as une transaction, que tu as une unilateral exit, que tu as une sortie unilatérale que tu vas pouvoir pousser on-chain. Et encore une fois, l'opérateur, il va pas réorganiser le state de son multisig à chaque fois que quelqu'un fait une transaction de manière vérifiable. C'est-à-dire qu'il va pas dépenser toutes les sorties du multisig on-chain et sinon, de toute manière, tu devrais attendre un bloc, etc. Donc, en fait, ta transaction, quand tu l'as reçue comme ça, elle est dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la nomenclature d'Arc, dans un état préconfirmé. Quand elle est préconfirmée, il y a quand même un risque potentiel qui est que si jamais je rentre en collusion avec l'opérateur et que je lui dis que les sats que tu as reçus sur Arc, lorsque tu vas les dépenser, lui ne doit jamais les inclure dans le prochain batch, qui est le moment où toi, tu vas obtenir ta sortie unilatérale, et bah, en fait, tu te retrouves avec un truc qui potentiellement ne sera jamais dépensable. Parce que pour le dépenser, faut qu'il co-signe avec toi. Et pour que tu puisses le récupérer unilatéralement on-chain, faut que tu aies cet output vérifiable dans le multisig. Donc, si moi, je me mets d'accord avec lui et je lui dis, OK, j'ai envoyé 1 million de sats à Alex et c'est un dindon. Donc, lui, il croit qu'il a reçu 1 million de sats. Mais en fait, moi, je vais me mettre d'accord avec toi, Arcade, pour que jamais tu ne co-signes ce VTXO et que jamais tu ne le crées une unilateral exit. Toi, tu as l'impression d'avoir reçu un paiement qui est final. Et en fait, moi, je vais pouvoir le double spend. Par contre, dès lors que tu as ce qu'aujourd'hui ils appellent dans leur nomenclature settle ton VTXO, donc en gros tu l'as inclus dans un batch, là ton wallet il peut vérifier avec ses petites jambes tout seul et ses petits bras sans que tu aies besoin de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe, que tu as bien effectivement une sortie unilatérale qui porte 1 million de sats. Là, plus personne ne peut jamais te rug. Même l'opérateur, même s'il répond plus jamais, même machin, etc. Donc tu as toujours cette période tampon où là, tu vois, il y a pas de repas gratuit, hein. Il y a quand même un trade-off. Et c'est pour ça qu'à la base, lorsque Arc a été proposé, tout le monde disait « Ah non, mais il faut les covenants ». Parce que l'idée d'un Arc avec covenants, c'est que lorsque tu vas payer, en fait, en gros, la sortie unilatérale, elle va être contrainte par un covenant qui fait que on va jamais pouvoir la spend autre part qu'à ton adresse. Donc, fondamentalement, ton VTXO, il n'est pas encore settle. Tu peux pas forcément le co-signer si l'opérateur, il veut pas jouer, s'il veut pas être sympa avec toi et qu'il devient malicieux. Par contre, en gros, les sats, le jour où on va vouloir les pousser on-chain, on peut les pousser qu'à une adresse que tu contrôles. Donc, techniquement, personne ne peut t'empêcher de les récupérer, etc., etc. Là, ils ont décidé, et c'est tout à leur honneur, et je trouve que c'est la manière dont on devrait penser le développement de Bitcoin, c'est-à-dire on essaye de tout faire sans jamais changer le consensus, et si jamais on se rend compte que là, on est vraiment bloqué, bah, on a une discussion pour essayer d'introduire de nouveaux opcodes et changer le consensus, etc. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, on va accepter cette préconfirmation, et il y a plein de stratégies de mitigation. La première qui est en fait une stratégie d'incentive, parce que vu que ça demande la collusion avec l'opérateur et que potentiellement, c'est pas un système, encore une fois, où tu vas vouloir déplacer 10 bitcoins dessus, parce que c'est pas fait pour ça, et bah finalement, eux, ils n'ont pas vraiment intérêt à tricher avec moi et Rugpool, parce qu'en fait, c'est prouvable. On peut prouver d'ailleurs qu'il a été malicieux et qu'il y a eu collusion entre lui et moi. Et donc, à ce moment-là, bah, il perd tous ses utilisateurs, il investit du capital pour rien, il a bloqué du capital dans son multisig pour rien. Les investisseurs qu'il y a derrière, parce que tous ces bitcoins qu'il va bloquer dans le multisig, ils viennent pas de nulle part, hein. Bon, bah, en fait, il a des incentives économiques à ne jamais faire ça. Et dès lors qu'on a passé cet état de préconfirmation, là, on est bien, entre guillemets. Parce que là, on est toujours dans cet état où, OK, tu as une sortie unilatérale de transaction, etc., etc. Maintenant, il y a quand même un autre problème. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Il y a juste un truc pour moi aussi qui se résout, c'est que c'est l'UX des wallets qui doit avoir cette espèce de double statut de « Attention frérot, là, t'as reçu les fonds, mais on n'est pas sûr, et ok, t'inquiète, c'est à toi. » Justement, tu vois, si je te montre, par exemple, sur le wallet Bull Bitcoin, ça, c'est le wallet Arc qu'il y a dans le wallet Bull Bitcoin. Donc là, j'ai 24 000 sats dessus. Là, si je vais voir dans le détail, donc j'ai un truc qui s'appelle boarding unconfirmed, 0 sat. Donc là, c'est j'ai envoyé à l'adresse, au fameux SAS, à l'adresse de boarding, mais ça n'a pas été encore confirmé. Confirmed, c'est je l'ai envoyé, ça a été co-signé par l'opérateur, mais elle n'est pas encore validée on-chain, parce que pour qu'elle arrive dans le multisig, il faut une validation on-chain. Confirmed, c'est elle est arrivée dans le multisig, mais elle n'a pas encore été inclue dans un batch. Donc c'est le cas dont on parlait avant. C'est là, tu es dans cet état de préconfirmation
ou par collusion avec le mec qui a envoyé, tu peux te faire rug. Et ensuite, settled, inclus dans un batch. Donc là, hop, co-signé par l'opérateur. Il l'a inclus dans une output. J'ai une output vérifiable. Là, c'est bon. Il n'y a plus de trucs de sécurité, etc. Et donc, là, moi, j'ai toute ma balance, elle est settled. Du coup, il y a un gros bouton rouge où il y a marqué settle transaction sur le wallet. Si moi, je t'envoie, donc là, tu sors ton wallet Bull Bitcoin, tu me génères un QR code, boum, encore une fois, ça va être instantané. Ta transaction, elle va être dans un état préconfirmé. Et donc après, il faut que tu appuies sur settle. Et donc, par exemple, nous, on est en train de réfléchir à un mécanisme d'auto-settlement. Mais ça implique des réflexions du X, tu vois, genre à quel moment est-ce qu'on veut que tout soit auto-settle sans que l'utilisateur il ait à comprendre, quelle information on veut lui montrer, quels sont les trade-offs si on fait un settlement automatique. Il y a toutes ces considérations qui rentrent en ligne de compte. Et vu que c'est une expérience d'utilisation qui est un peu nouvelle, on va tester des trucs et on verra bien ce qui marche le mieux, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est un peu parce que avant même qu'on invente Lightning, pour les petites dépenses, et je sais que dans Mastering Bitcoin, Antonopoulos en parle, on parlait du zéro conf aussi. Par exemple, on se fait une transaction Bitcoin, par exemple, pour payer son café, et on n'attend pas la confirmation on-chain. On se dit, putain, pour un bal, les mecs, ils vont pas rug. Ça refait introduire de l'inconfiance. J'ai l'impression que là, on est vraiment... on peut presque se dire que c'est la quintessence de ça, avec maintenant tous les mécanismes que tu as décrits qui permettent de faire ça, ce qui rend le zéro conf complètement débile. Et en fait, faut pas oublier que c'est fait pour faire des petites dépenses. On n'est pas censé dépenser 1 million d'euros tous les jours sur Arc. Et que, bah, comme tu l'as dit, avec la théorie juste game theory, un opérateur, il va pas aller rug pour un café. Normalement, tu peux les dépenser, et même si c'était pas encore settle, etc., tu peux te dire que pour l'équivalent d'1 euro, ça devrait plutôt bien se passer. Normalement. C'est fait pour faire des petites dépenses, mais qui peuvent, ça peut être aussi Mais tu très peux adapté faire à de grosses des dépenses assez larges. Parce que encore une fois, vu que tu as pas cette limitation des canaux, que tu as quand même un modèle de sécurité une fois que c'est confirmé, c'est juste qu'au début, on va presque décourager les gens de le faire. Parce qu'on veut surtout pas, les mettre dans la situation où, une failure de l'opérateur ou des trucs comme ça dans un état préconfirmé qui est difficile à comprendre, puisse porter un risque. Maintenant, à terme, ouais, moi, je vois bien aussi parce qu'il faut voir que, tu sais, encore une fois, je te parle de la sortie unilatérale depuis tout à l'heure, mais ça, c'est le bouton rouge, en fait. Ça, c'est le truc qui apporte la garantie dans lequel mais on n'a jamais envie d'appuyer dessus. Mais au même titre que tu n'as jamais envie de fermer des channels sur Lightning, c'est un truc que tu fais que si tu es obligé, quoi. Et dans Lightning, ça peut arriver pour beaucoup plus de raisons parce que tu as des nœuds qui étaient très utilisés avant, qui sont plus utilisés maintenant. C'est été créé par un opérateur de wallet qui a arrêté, machin, etc. Dans Arc, l'idée, c'est quand même tu peux retourner on-chain juste en co-signant une transaction de sortie avec l'opérateur. Donc, si l'opérateur il est gentil et que il continue à opérer, qu'il continue à gagner des frais, qu'il a un leitmotiv à continuer à exister, à te donner une bonne expérience d'utilisation, etc., etc. Et encore une fois, en plus, il n'est pas obligatoirement le fournisseur du wallet. Nous, on a intégré Arcade sans être Arcade, par exemple. Et bah, tu peux retourner on-chain juste en fait en faisant en co-signant l'output sur le multisig pour qu'elle soit poussée on-chain. Et là, à ce moment-là, lui, il va pouvoir batcher bien correctement ses transactions et potentiellement optimiser leur empreinte on-chain et minimiser les frais que tu vas payer, etc. En fonction de à quel point tu es pressé et tout. Et donc, tu peux avoir aussi, par exemple, une expérience d'utilisation sur un exchange ou sur un truc comme ça qui est super intéressante. Là où tu peux même aller encore plus loin, c'est aussi, moi je trouve que c'est super intéressant avec Arc, et c'était déjà bien avec Lightning honnêtement. Là-dessus, c'est pas du tout un défaut de Lightning, c'est que ça apporte énormément de privacy par rapport au on-chain. Arc, potentiellement, en fait, toutes les transactions que tu vas envoyer qui sont les VTXO, en fait, ils existent dans un truc qui conceptuellement s'appelle le Virtual Mempool dans la nomenclature d'Arcade, où en fait, tu as cette espèce de validation non pas séquentielle mais parallèle des transactions, où tu as tout un même pool de transactions, mais tout peut être validé en parallèle parce que c'est juste le serveur qui exécute tous ces trucs-là. Le problème, c'est que du coup, c'est un truc qui est vachement transparent quand même parce que tu as un opérateur qui voit tout. Par contre, parce que tu as du scaling off-chain quasiment illimité, entre guillemets, parce que du coup, tu peux composer, encore une fois, exécuter des scripts et faire des transactions un petit peu subtil et complexe sans que ça ait beaucoup de coûts, contrairement à Bitcoin, bah, tu peux faire en sorte que n'importe quelle transaction Arc, ce soit un pay join, par exemple. Tu peux faire en sorte de créer des coordinations de coin join où tous les batchs de settlement dans Arc, ça va être des putains de coin join gigantesques et où, du coup, tu détruis à peu près toute connexion entre l'historique de ce qui s'est passé on-chain et les sorties de transactions, même à la fois dans Arc et ensuite quand tu vas retourner on-chain.
ont été détruites à l'échelle même des VTXO. Et tout ça, c'est pas mal. Ça serait à la charge de qui exactement? C'est par exemple le wallet qui est connecté à un serveur Arc, ou c'est par exemple des services tiers, ou c'est le Non, serveur c'est le Arc wallet. lui-même? Alors, ça dépend de quoi on parle, mais par exemple, tu vois, ça peut très bien être un wallet qui, lui, il est connecté à un opérateur Arc. Et en fait, par défaut, à chaque fois qu'il va te permettre de dépenser un VTXO, en fait, il va prendre plusieurs de tes VTXO, comme dans le protocole PayJoin tel qu'il existe aujourd'hui, et qui va faire en sorte de te permettre de dialoguer avec la personne avec qui tu parles, de manière à ce que et l'envoyeur et le récepteur contribuent tous les deux des inputs, donc des VTXO, à la construction de l'output, donc d'un autre VTXO. Et parce que c'est que la signature off-chain et qu'il n'y a pas de co-signé avec l'opérateur et qu'il n'y a pas de besoin de la pousser on-chain, bah, tu as une expérience de paiement qui est genre, même si quelqu'un regarde le virtual mempool, bah, en fait, il est là en mode, je ne sais pas qui a payé quoi, combien, à qui, parce que c'est juste des adresses qui payent. Tu n'as plus de common heuristic, de common input heuristic. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du principe que les inputs qui ont servi au paiement appartiennent nécessairement à la même personne. Elles payent d'adresses qui sont pseudonymes à des adresses qui sont pseudonymes. Et tout ça, ça s'est fait quasiment instantanément. Alors, tu vas payer un petit peu plus de frais, comme dans un PayJoin normal, parce que dans ton schéma de transaction, tu auras plus d'output et d'input que dans une transaction classique. Mais fondamentalement, c'est juste un sujet de coordination. Et ça peut se faire très bien parce qu'en plus, vous êtes connectés au même serveur. C'est plus de frais dans les ordres de mesure d'une transaction Lightning, quoi. On ne parle pas de transaction on-chain, là. C'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile de s'imaginer à quoi vont ressembler les frais sur Arc parce que tu as pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, on rentrerait dans des concepts déjà très avancés. Donc, je vais éviter de faire saigner du nez les gens qui nous écoutent. Mais voilà, franchement, les choses à retenir, c'est que finalement, c'est quelque chose de très centralisé, mais qui du coup va faire porter la complexité sur l'opérateur, qui lui va opérer vraiment comme une entreprise qui va commit, qui va mettre en jeu son propre capital pour vous permettre d'avoir toujours et en toutes circonstances ces sorties unilatérales de transactions. C'est quelque chose qui peut devenir encore plus élégant et stylé si on a des covenants, mais tel qu'on le voit aujourd'hui, ça peut aussi bien marcher sans. C'est quelque chose qui est dans une forme aujourd'hui qui est un peu V0 de l'idée de ce que peut être Arc, parce que pour l'instant, on a essentiellement 2 implémentations qui ont chacune un opérateur. Donc, on n'est pas encore dans sa forme fédérée où, en fait, on a aussi cette théorie des jeux, on peut passer d'un opérateur à l'autre et où, du coup, la concurrence les tient un peu au respect et ils sont dans un environnement compétitif qui va améliorer la qualité de service, baisser les frais, voire leur permettre de spécialiser sur certains types de use case de transactions. Et en plus, qui apporte une composabilité off-chain, en plus de la scalabilité, qui permet de faire des choses comme l'Endasat dont vous parliez, qui permettrait de faire des stablecoins un peu plus stylés, qui permettrait de faire des contrats de dérivés, qui permettrait de faire des marchés prédictifs, de faire des contrats de betting, de faire pas mal de choses qui, en soi, aujourd'hui, appartiennent un peu au royaume de la DeFi et des shitcoins, mais qui sont des composants fondamentaux d'un système financier adossé à une économie moderne et donc on en aura besoin à un moment. Donc, faut essayer de les créer et si possible avec les trade-offs les moins dégueulasses possibles, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, et tu viens de l'introduire, c'est qu'au final, déjà, là, on est quand même en train de contredire tous les gens qui disent oui, avec Bitcoin, il se passe rien, on se fait chier. C'est juste que vous manquez de curiosité et que dès qu'il n'y a pas de tête de chien, votre attention est très limitée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en comparaison de la DeFi que tu mentionnes, c'est que l'unité de compte ne change pas, peu importe l'outil qu'on utilise, et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rajouter des énièmes tokens sur chaque layer qu'on rajoute, parce que sur Ethereum et compagnie, c'est ça. Hein. C'est qu'à chaque fois que vous rajoutez un layer, vous rajoutez un token, sauf dans certains cas, et encore, même pas. Donc là, ce qui est très important de dire, c'est qu'on ne change pas de Bitcoin natif sur tous les layers, excepté Liquid, où c'est du LBTC, mais il y a une parité 1 pour 1 avec Bitcoin, qu'on ne développera pas ici, où tu changes, entre guillemets, de token d'une certaine façon, Oui, pour d'autres raisons, vu que c'est une sidechain, mais tu perds pas l'unité de compte d'une certaine façon quand même. L'unité de compte Bitcoin, ce qui est extrêmement important, et c'est pour ça que c'est infiniment supérieur à la DeFi que vous verrez sur n'importe quelle autre chaîne, pour ces raisons-là. Après, évidemment, rien n'est gratuit. Donc, si tu as récupéré cette propriété-là parce que
la création du système en premier lieu, sa stabilisation et même ta capacité à développer des contrats sur Arc est évidemment plus complexe que sur une EVM, enfin une chaîne qui a une machine virtuelle. Notamment parce que le passage, tu vois, d'un langage de programmation high level dans lequel tu vas coder ton contrat, comme tu peux le faire sur Ethereum en Solidity, et qui, tu vois, ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Arcade Script avec un compiler qui va te permettre justement de pouvoir exécuter ce contrat, de vérifier l'exécution, etc. Il faut bien voir que à la fin, tu vas compiler ça de manière à ce que tout soit dénoué avec du scripting language qui existe sur Bitcoin, donc avec les opcodes Bitcoin, et avec le schéma transactionnel qui est toujours basé sur les UTXO, donc qui introduit des contraintes mais gigantesques par rapport au modèle account balance que tu as dans les EVM. Donc voilà, tu as quand même des challenges technologiques qui sont gigantesques derrière Arc, qui pour l'instant ont été bien relevés, je trouve, par les deux teams. Alors on n'a pas beaucoup parlé de Seconde, qui a vraiment un positionnement un peu différent et une implémentation un peu différente, mais qui est pas mal aussi, de ce que j'ai pu en voir. Après, par contre, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est une complexité qui est gérée par, encore une fois, entre guillemets, on va dire les professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes curieux, vous regardez ces vidéos-là et vous vous intéressez à tout ça et vous allez sur leur site et vous regardez les docs et tout, et c'est bien fait en plus. Maintenant, même en tant que développeur, l'idée, c'est qu'on arrive à terme à ce que vous ayez juste à coder votre contrat en utilisant les primitives qui vont être données avec Arcade Script, etc. Que vous compreniez un minimum quand même le modèle de sécurité pour pas faire nimp, et qu'après vous puissiez livrer des types d'applications qui vont être exécutables directement par les utilisateurs dans le wallet Arcade ou dans le wallet Bull Bitcoin à partir d'un environnement natif que comprend déjà l'utilisateur. Donc ça reste des sats, comme tu dis, c'est la même unité de compte. Et en plus, il va avoir des swap balls, des swap atomiques développés par d'autres boîtes, etc., pour passer de manière assez facile et intuitive de Bitcoin on-chain à Lightning à Arc en fonction des circonstances, des use cases, etc., etc. Peut-être tout petit dernier point que j'ai oublié de mentionner. Il y a quand même aussi une problématique avec Arcade qu'il faut pas négliger. C'est qu'à chaque fois que tu fais un paiement, en fait, tu chaînes des sorties de transactions sur Bitcoin. Okay, parce que lorsque tu vas pousser le state on-chain, c'est A qui dépense à B, qui dépense à C, qui a 1. Donc, tu as vraiment cette espèce de graphe acyclique qui est en train de se créer. Et donc, lorsque tu vas pousser une finalisation de l'état, si tu le pousses en unilatéral exit, en fait, tu vas avoir toute cette chaîne de transactions et tu vas payer des tonnes de frais. Donc, il va arriver un moment où si, par exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure sur mon wallet Bull Bitcoin, si j'ai 24 000 sats on-chain, mais que je les ai envoyés, puis reçus, puis envoyés, puis reçus, puis envoyés, puis reçus. Et donc, j'ai un graphe très profond de transactions et qu'en fait, je les ai jamais settle. C'est-à-dire que j'ai jamais compressé tout ça dans une transaction qui synthétise tous ces historiques transactionnels pour avoir une unilatéral exit qui a uniquement une étape à dépenser. En fait, j'ai potentiellement des frais de transaction, surtout dans un environnement de frais élevé, qui sont supérieurs à la quantité de sats que j'essaye de récupérer. Ouais. Donc potentiellement, j'ai plus vraiment de garantie de sécurité si jamais je suis dans un contexte de frais élevés, que j'ai pas beaucoup sur Arc, etc., etc. Ce qui est mitigé par le fait que si t'as pas beaucoup de sats, l'opérateur il a peu d'incentive à truck pool aussi. Mais voilà, c'est des choses aussi qui doivent être tempérées. Ça peut être quelque chose qu'un wallet peut te manager moyennant des frais. Ouais, mais quand tu vas settle, tu vas payer des frais aussi. Donc tu vois, il y a pas mal de parties mouvantes. Et va falloir trouver on va dire les bonnes UX, le bon pricing dynamique qui va se faire par le marché. De toute façon, il faut qu'il y ait des prix qui émergent, de l'information qui émerge et des comportements d'utilisateurs qui émergent pour que à la fois l'opérateur, à la fois les utilisateurs et les fournisseurs d'accès, en fait, c'est-à-dire les wallets et les boîtes comme Bull, arrivent à vraiment fine-tune le truc pour trouver le bon ratio entre simplicité, utilisabilité, sécurité. Et ça va beaucoup dépendre des usages que les gens en font. Et tout ça dans un équilibre assez dynamique, puisque lorsqu'on va rajouter de la DeFi dessus, il y a d'autres problématiques qui vont venir. L'avantage, c'est qu'on a aussi le magnifique bac à sable qui a constitué la DeFi sur les chaînes EVM depuis des années pour apprendre de leurs erreurs et éviter de répéter les mêmes, quoi. J'ai juste un point. Dans tout ce système-là, parce qu'on garde souvent un peu l'idée dans Bitcoin que don't trust, verify. En tant qu'utilisateur, tu pourras pas, on va dire, vérifier le serveur Arc et ce genre de choses. De toute façon, souvent, ça sera assez abstrait. En intermédiaire, à chaque fois, ça sera le wallet que tu vas décider d'utiliser.
peut-être qu'il te proposera de te connecter à différents serveurs Arc si tu as envie d'être un peu technique. Mais au final, celui qui va engager sa responsabilité, souvent, ça sera le wallet. On est bien d'accord. Donc, en fait, il y aura une sorte de notoriété comme il y a déjà aujourd'hui autour des wallets. Et ce sera à toi de pas arriver dans un truc ultra sombre où on t'en a parlé une soirée. C'est parce que c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, il va y avoir des wallets qui vont ressortir comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Et ils vont faire acte de responsabilité, de dire voilà, Puis nous on a fait nos recherches, c'est le bon. Et puis, tu veux dire qu'il y aura C'est pas un label de l'État pour c'est ça, certifier les wallets? c'est exactement ce que j'allais dire, c'est free market, quoi. Je pense Ouais. que tu vas avoir une compétition très saine entre, les opérateurs, et les fournisseurs d'accès qui sont ici sont les wallets, en fonction de, voilà, comment est-ce qu'ils vont, packager l'expérience, quel trade-off ils vont faire supporter les utilisateurs, quelles vont être, leur politique produit, et leur développement de produits. Mais c'est pour l'instant, voilà, c'est vraiment le tout début. Donc moi, je suis très enthousiasmé, avec toutes les précautions que j'ai essayé de mettre, dans la description qu'on en a fait, parce que je pense que l'approche est bonne, en fait. C'est-à-dire que je pense que l'idée de dire, OK, la centralisation est inévitable, donc il faut neutraliser les mauvais aspects de la centralisation, c'est une bonne approche pour penser les layers de Bitcoin. Encore une fois, par contre, voilà, c'est pas une solution, unique, c'est pas une solution qui vient sans compromis. C'est une solution qui est nouvelle, qui sera perfectible et dont, l'état arrivé à maturité reste encore difficile à déceler, mais, qui a un fort potentiel, je trouve. Bah, écoute, merci beaucoup pour ça. Je pense que c'était une émission que beaucoup vont apprécier vu la quantité de gens qui nous réclament des émissions sur Bitcoin, sur Bitcoin. Là, je pense qu'on peut pas faire plus Bitcoin centré que ça. Donc, pour moi, en tout cas, c'était clair. J'ai fait en sorte de pas trop me spoil et j'ai bien compris le fonctionnement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, j'espère que nos auditeurs ont le même ressenti. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on y répondra. De liker cette vidéo, de vous abonner, d'acheter du Bitcoin sur Bull Bitcoin et vous avez une promo avec le code promo HowToBitcoin, d'aller suivre Théo, de tester toutes ces implémentations via le Wallet Bull aussi, qui est disponible sur iOS et Android. Et le Wallet Arcade d'ailleurs Voilà, aussi, hein. c'est ce que j'allais dire parce que pour l'instant c'est en bêta. Le Wallet Bull, on est d'accord que l'implémentation de Arc n'est pas dispo pour l'instant. Elle est cachée. Elle est cachée. Ok. Bon bah pour ceux qui veulent aller s'amuser à essayer de la trouver, faites-le. Faites un tour sur la Lendesat si vous voulez prêter vos bitcoins, enfin prêter vos fiat ou en emprunter. Merci beaucoup. Puis on se dit à une prochaine fois.